Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce premier bulletin d'information vidéo cyber. Nous profitons du Cybermois pour lancer ce nouveau format que vous retrouverez désormais toutes les 2 semaines, durant lequel nous allons revenir sur les actualités récentes et sur les constats que nous avons pu faire directement en région. Au programme de cette vidéo, nous allons commencer par parler des différentes arnaques qui touchent en ce moment même les entreprises de la région sud. Nous aborderons ensuite la recrudescence des ransomware et l'augmentation des attaques de type AITM, et nous expliquerons ce que c'est. Nous continuerons en faisant un point sur les fuites de données majeures et nous finirons avec les nouvelles réglementations en matière de cybersécurité au sein de l'Union européenne. Nous allons parler d'un sujet crucial, les arnaques utilisant l'usurpation d'identité des entreprises. Récemment, dans notre région, nous avons été confrontés à de nombreuses demandes d'assistance de la part d'entreprises victimes de ces pratiques. Une entreprise de réparation automobile a notamment été touchée par ces arnaques. Des escrocs ont créé un site internet frauduleux pour vendre des véhicules sous leur nom. Ce site était si professionnel qu'il pouvait facilement tromper les clients. Avec l'automne et la hausse des prix de l'énergie, de nombreuses personnes se tournent désormais vers le bois de chauffage pour économiser. Cependant, des arnaqueurs profitent de cette situation. Cette arnaque, c'est pas une nouveauté, et elle revient à chaque automne. Mais ces derniers temps, avec l'usurpation de l'identité des entreprises, qui augmente énormément, les escrocs usurpent l'identité d'entreprises locales connues et respectables. Et ils vont ensuite sur des plateformes comme le Facebook Marketplace ou sur Le Bon Coin, et vont réussir à piéger de nombreux habitants. Plusieurs habitants ont déjà été victimes de cette escroquerie, payant des acomptes pour du bois qui n'arrivera jamais. Alors, comment ils procèdent? Ils publient des annonces légitimes, en tout cas à ce qu'il y paraît, prennent les commandes et envoient des devis par email. Cependant, au moment du paiement, ils demandent un virement bancaire. Une méthode plutôt inhabituelle pour ce type d'achat. Une fois que le virement est effectué, ils deviennent complètement injoignables et le bois n'est jamais livré. Vous allez me dire que les arnaqueurs seront facilement retrouvés, mais je vous rassure, il n'en est rien. Ils utilisent des comptes bancaires tels que des comptes comme les comptes Nickel, où les vérifications d'identité sont presque inexistantes, et où les comptes bancaires sont ouverts en quelques minutes, puis, une fois qu'ils ont retiré les fonds, disparaissent et suppriment les comptes. Les entreprises dont l'identité ont été usurpées se retrouvent assaillies de coups de fil de clients mécontents, mais également de la gendarmerie pour des dépôts de plainte faits à leur encontre, alors qu'elles n'ont jamais vendu le moindre objet ou la moindre stère de bois. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est crucial de se méfier des offres trop alléchantes. Vérifiez toujours l'identité du vendeur en appelant l'entreprise avec les coordonnées trouvées sur son vrai site web. Le mode de paiement est également identique dans la plupart des arnaques. La plupart des vendeurs de bois de chauffage, par exemple, vont privilégier à la base les paiements en liquide à la livraison, alors que dans ce type d'arnaque, ils vont passer par des virements bancaires. De toute façon, une demande de virement bancaire doit être vérifiée par le biais d'un deuxième canal de communication de confiance. C'est important, faites attention. Nous allons maintenant aborder un autre sujet, les arnaques au cabis. Récemment, nous avons observé une recrudescence de ces arnaques qui utilisent l'usurpation d'identité d'entreprises pour obtenir des crédits, louer des voitures de luxe ou même prendre le contrôle de ces dernières. Pour rappel, l'extrait cabis est un document essentiel pour de nombreuses démarches administratives et commerciales pour les entreprises. Il est nécessaire pour ouvrir un compte bancaire, entreprendre des relations commerciales avec un fournisseur ou répondre à des appels d'offres publics par exemple. Les arnaques au cabis reposent sur un procédé simple. Un arnaqueur va se procurer le cabis d'une entreprise et l'utiliser pour passer des contrats en son nom. Si les arnaques au cabis sont simples, c'est parce qu'il est facile de se procurer ce document. Les escrocs peuvent envoyer par courrier au greffe de faux comptes rendus d'assemblée générale, assortis des comptes annuels sans que le greffe ne puisse authentifier quelconque document. En fait, il ne peut le faire que sur la base de la bonne foi. Le directeur des affaires publiques d'E7 souligne que plus de 30% des entreprises victimes de fraude ont subi un préjudice supérieur à 10 000 euros et 15% ont subi un préjudice supérieur à 100 000 euros. Un exemple frappant est celui d'un électricien démis frauduleusement de ses fonctions de directeur. Il ne s'était aperçu de rien jusqu'au jour où il a dû demander un nouvel extrait cabis. Il est conseillé aux dirigeants de faire une veille régulière sur leur cabis en posant par exemple une alerte automatique pour toute modification. Continuons avec le sujet des ransomware. Bien que nous ayons moins entendu parler de ces derniers, la menace reste réelle et n'a pas diminué durant l'été. Nous remarquons l'émergence de nombreux nouveaux groupes cybercriminels de ransomware as a service. Il se pourrait fortement que le coup dur subi par Lockbit ait poussé les groupes cybercriminels à se réorganiser. En France, le secteur hospitalier reste fortement impacté par ce genre de menaces.
avec une nouvelle attaque visant un groupe de santé. Le groupe de santé Hospi Grand Ouest. Il a été la cible, dans la nuit du 3 au 4 octobre, d'une grande cyberattaque de type ransomware. La clinique de la Sagesse, à Rennes, a été particulièrement impactée, tandis que les autres établissements ont mis en place un plan de continuité d'activité. L'accès à Internet a été complètement coupé, provoquant de sérieuses perturbations dans l'accès aux dossiers des patients et aux prescriptions en ligne. Par contre, la direction a assuré que la continuité des soins était garantie et que les services d'urgence continueraient à fonctionner normalement. Les autres établissements fonctionnaient toujours en mode informatique dégradé, et ce, en se réorganisant en interne pour pallier au manque de la connexion Internet. En parallèle, Kaspersky a révélé dans son rapport sur la menace sur le secteur industriel du second trimestre 2024 une augmentation de 20% des attaques de type ransomware comparé au trimestre précédent. Le secteur des infrastructures critiques est de plus en plus exposé aux menaces. Les ransomware et les spyware représentent les risques les plus importants. Selon les données relevées, encore presque un quart des ordinateurs de contrôle industriel ont été exposés à des cybermenaces au deuxième trimestre 2024. Le pourcentage de ces ordinateurs touchés par ces rançongiciels a augmenté de 20% par rapport au trimestre précédent. Maintenant, parlons d'autre chose. Un autre rapport de Performanta, cette fois-ci, explique que les groupes de ransomware as a service ciblent de plus en plus les nations africaines pour s'entraîner avant de lancer des campagnes malveillantes dans les pays les plus développés. Les hackers exploitent les faibles défenses en cybersécurité du continent pour affiner leurs méthodes dans un environnement à faible risque avant de lancer des attaques sur les nations mieux sécurisées. En juin, le National Health Laboratory Service d'Afrique du Sud a confirmé une attaque par ransomware qui a affecté la distribution des résultats du laboratoire. Là encore, c'est encore le secteur de la santé qui était ciblé. Il est facile d'en conclure que le secteur de la santé sera encore la cible de ce genre d'attaque dans les mois à venir. Une nouvelle plateforme de phishing as a service appelée Mamba 2FA a été observée, ciblant les comptes Microsoft 365 dans des attaques de type AITM. Les attaques AITM, ou l'adversaire du milieu, sont une forme avancée d'hameçonnage où les cybercriminels interceptent les communications entre un utilisateur et un service en ligne, souvent en utilisant des pages de connexion très réalistes. Ces attaques permettent aux acteurs de la menace de capturer des jetons d'authentification, mais également de contourner les protections de l'authentification multifacteur, la MFA. Mamba 2FA offre aux attaquants un outil puissant pour capturer les jetons d'authentification de la victime et contourner les protections de l'authentification multifacteur. Vendu aux cybercriminels pour 250 $ par mois, Mamba 2FA est documenté depuis juin 2024 par Eni.run. Mais Sequoia rapporte une activité liée à la plateforme depuis mai 2024. Les opérateurs de Mamba 2FA ont apporté plusieurs modifications à leurs infrastructures pour augmenter la furtivité et la longévité des campagnes de phishing, notamment l'utilisation de serveurs proxy pour masquer les adresses IP et des domaines de liaison à courte durée, ou domaines fantômes, pour éviter les listes de blocage. Mamba 2FA est spécifiquement conçu pour cibler les utilisateurs des services Microsoft 365, y compris les comptes d'entreprise et les consommateurs. En utilisant des relais proxy pour mener des attaques de phishing AITM, les identifiants capturés et les cookies d'authentification sont transmis à l'attaquant via un robot Telegram. Ça permet une session immédiate et frauduleuse, bien sûr. Restez vigilants aux noms de domaines sur lesquels vous vous connectez, surtout à votre compte Office 365. Faisons maintenant un point sur les fuites de données récentes. Il y en a eu deux marquantes dans l'actualité de ces 2 dernières semaines. D'abord, le courtier meilleurtaux.com, qui a prévenu le 27 septembre ses clients d'une fuite de données personnelles. L'entreprise a détecté une attaque externe sur le système informatique, à laquelle il a mis fin rapidement. Mais malgré cette réaction rapide, des données ont été exposées. Parmi ces données, vous retrouvez notamment les noms, prénoms des clients, leurs coordonnées postales et téléphoniques, leur date et pays de naissance, leur situation familiale, ainsi que des informations sensibles comme le montant des revenus et la situation professionnelle de ces derniers. Meilleurtaux précise que le message a été envoyé à tous ceux ayant récemment fait une demande d'accompagnement. La seconde grande entreprise touchée n'est autre que l'opérateur Free, qui a envoyé le 2 octobre un email à certains de ses abonnés Freebox, les informant d'une possible fuite de données personnelles. Free a constaté une consultation des données personnelles pouvant mener à une perte de confidentialité de certaines informations, nom, prénom, numéro de téléphone et adresse postale. Heureusement, les mots de passe et les coordonnées bancaires ne sont pas concernés dans cette fuite de données. Les fuites de données s'enchaînent dans les sociétés françaises, avec des entreprises comme Boulanger, Cultura, Truffaut ou encore SFR durant le mois de septembre. Nous vous rappelons qu'il est important
si vous êtes concerné ou possiblement concerné par ces fuites de données, de faire attention à toutes les communications qui pourraient vous être adressées. Vos données font désormais partie de listes échangées entre les cybercriminels et ne manqueront pas d'être utilisées pour tenter de vous arnaquer, que ce soit par téléphone, mail ou encore par SMS. Nous vous encourageons à rester vigilant à la légitimité des appels et des mails que vous recevez, bien que nous ne doutions pas que vous le fassiez déjà. À l'approche de l'entrée en vigueur de la directive NIS2 ce mois-ci, le 18 octobre, une enquête commanditée par Vim met en lumière que 90% des entreprises européennes ont été confrontées à des incidents de cybersécurité ces 12 derniers mois. Incidents de sécurité que la conformité à la directive NIS2 aurait pu prévenir. Pour rappel, la directive NIS2 vise à renforcer la cybersécurité dans l'ensemble des pays de l'Union européenne en élargissant le champ d'application et en augmentant la rigueur des exigences de sécurité. Pour être conforme à la directive NIS2, les entreprises, et notamment les petites et moyennes structures, doivent mettre en place des mesures essentielles telles que la définition d'un plan de réponse aux incidents, la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement et l'évaluation des vulnérabilités. En revanche, plusieurs obstacles subsistent, notamment la dette technique, le manque de compréhension des dirigeants et l'insuffisance d'allocation de budget. L'étude d'impact cyber révèle que pour ces catégories d'entreprises, les petites et moyennes structures, et notamment les plus petites, la gestion de l'informatique est du ressort du chef d'entreprise, 82% d'entre elles. 72% ne disposent d'aucun salarié dédié à cette tâche, et leur budget en sécurité informatique est de moins de 2 000 € par an, pour 68% d'entre elles. Dans 53% de ces entreprises, les salariés utilisent des moyens personnels à des fins professionnelles, dont pour 95% leur téléphone portable, 34% leur ordinateur personnel et 28% leur messagerie personnelle. Quand on les interroge sur le sujet de la cybersécurité en général, près de 6 entreprises sur 10 considèrent que c'est un sujet qui doit mobiliser tout le monde. Près de 80% des entreprises se disent confiantes quant à leur capacité à se conformer à la directive NIS2. Mais près de 2 tiers déclarent ne pas être en mesure de respecter cette échéance imminente. Je tiens donc à vous rappeler que pour répondre à cette inquiétude, l'ANSSI a déclaré accorder un délai pour la mise en application réelle des mesures de sécurisation des entreprises. En plus de la directive NIS2, d'autres textes européens visent à renforcer la cybersécurité au sein de l'Union européenne. Vous retrouverez ainsi le règlement DORA, Digital Operational Resilience Act, qui entre en vigueur le 17 janvier 2025 et qui vise à assurer la stabilité financière du marché européen grâce à la mise en place d'exigences de sécurité propres au réseau d'information des entités financières. Ces textes sont complétés par le Cyber Resilience Act et la directive REC, Résilience des entités critiques, qui viennent également renforcer la réglementation de secteurs spécifiques ou d'entités importantes. Au travers de l'ensemble de ces textes, l'Union européenne affirme sa volonté d'être une référence en matière de réglementation cyber. Et bien que cela forme un contexte de plus en plus réglementaire et pouvant être vu comme oppressant, je tiens vraiment à vous rappeler que le nombre d'attaques cyber et d'arnaques d'origine cyber a augmenté de manière exponentielle ces dernières années, et que le passage au tout numérique, essentiel au développement de notre économie, représente un levier de croissance idéal pour les groupes de cybercriminels. N'attendez pas d'être contraint par une réglementation pour vous protéger et protéger vos entreprises. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre travail et nous permettre de continuer à vous proposer toujours plus de contenu plus intéressant. Cliquez sur le pouce bleu si vous avez aimé et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À la prochaine et surtout, restez vigilants.